Comment est-ce qu'une simple opération de maintenance, un truc de routine, peut finir par devenir l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va décortiquer ensemble les mécanismes qui mènent au désastre et surtout on va voir si oui ou non on a vraiment appris les leçons du passé. 42 tonnes. Bon, c'est un chiffre, c'est un poids, d'accord. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement? Eh bien, c'est le poids d'un nuage toxique. Un nuage de mort, littéralement, qui s'est abattu sur la ville de Bhopal, en Inde, pendant que tout le monde dormait. Un nuage d'isocyanate de méthyle, un gaz ultra dangereux qui s'est échappé d'une usine chimique en plein milieu de la nuit. Alors, la question c'est, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Pour essayer de comprendre, il faut qu'on revienne en arrière, à cette nuit terrible du 2 au 3 décembre 1984. Ce témoignage, il est absolument glaçant. Alors, il ne vient pas directement de Bhopal, mais il capture parfaitement l'horreur universelle de ce genre de catastrophe. C'est ça, la réalité, quand tout lâche. Quand les systèmes de sécurité, les derniers remparts finissent par céder. Et quand on regarde la chronologie de cette nuit-là, c'est une vraie descente aux enfers. Tout commence avec un truc banal, à 20h30, un opérateur qui nettoie des tuyaux. Sauf que, voilà, l'eau s'infiltre là où elle ne devrait pas, dans une cuve remplie de ce produit chimique extrêmement toxique. À 23h, une nouvelle équipe arrive. Et là, ils remarquent que la pression, on ne l'a pas vérifiée depuis 3 heures. Et puis à partir de là, tout s'emballe. La pression monte en flèche, la cuve se met à trembler, et vers minuit 45, l'irréparable arrive. Le nuage toxique s'échappe. Au final, sur le long terme, le bilan est juste effroyable. On parle de plus de 20 000 morts, et des centaines de milliers d'autres personnes qui ont gardé des séquelles à vie. Bon, maintenant qu'on a vu l'horreur des faits, il faut comprendre le pourquoi du comment. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Et on va le voir, ce n'est pas juste une histoire de pas de chance, loin de là. C'est vraiment la question centrale en fait. Est-ce que c'était un accident, un coup du sort, ou est-ce que c'était tout simplement la conséquence inévitable d'une série de mauvaises décisions? Ce qui est absolument dingue quand on creuse un peu, c'est le décalage entre ce qui était promis et la réalité du terrain. D'un côté, sur le papier, on avait une usine super moderne, avec plein de systèmes de sécurité dernier cri. Et de l'autre, la nuit du drame, aucun de ces systèmes ne fonctionnait. Je veux dire aucun. La tour de décontamination, désactivée. Le système de refroidissement, à l'arrêt. C'est comme si toutes les barrières de sécurité avaient été volontairement baissées. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'ils savaient. La direction était au courant. 2 ans avant la catastrophe, un audit de sécurité, un audit interne, avait listé plus de 100 problèmes de sécurité graves. Le personnel pas assez formé, le matériel mal entretenu. La réponse de la direction? En gros, on a bien noté, mais on ne fait rien tout de suite. Les alertes étaient là, noir sur blanc, et elles ont été complètement ignorées. Et là, on touche au cœur du problème. Tout ça, c'était une question de réduction des coûts. La sécurité a été sacrifiée petit à petit, sur l'autel de la rentabilité. Pour faire des économies, on licencie des centaines de techniciens qualifiés, on réduit de moitié le personnel sur l'unité la plus dangereuse de toute l'usine, on ne prend même pas la peine de traduire les manuels de sécurité en IDI. L'entreprise perdait de l'argent et en fait avait déjà prévu de fermer le site. L'usine était tout simplement à l'abandon. Et si on vous raconte l'histoire de Bhopal aujourd'hui, c'est parce que, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma qui n'arrête pas de se répéter. Regardez un peu cette chronologie, c'est frappant. On a Bhopal en 84, système de sécurité désactivé pour faire des économies. On avance de 17 ans, on arrive à Toulouse en 2001, l'explosion d'Azef, négligence grave dans le stockage des produits. Et puis beaucoup plus récemment, Beyrouth en 2020, des milliers de tonnes de produits dangereux stockés n'importe comment pendant des années. C'est à chaque fois la même recette mortelle. Des avertissements qu'on ignore, une maintenance qu'on ne fait pas, le lieu change, le produit chimique change, mais le scénario, lui, il est terriblement familier. Et cette image de l'usine AZF, à Toulouse, complètement soufflée par l'explosion, elle nous rappelle brutalement la réalité. Derrière les lignes d'un rapport d'audit ou une décision financière prise dans un bureau, il y a ça. Des conséquences concrètes, physiques et souvent mortelles. Alors face à ces tragédies qui se répètent, une question a bien dû finir par se poser, mais qui est responsable? Et heureusement, de nouvelles approches, de nouvelles solutions commencent à voir le jour. L'un des concepts les plus importants qui a émergé, c'est celui du devoir de vigilance. L'idée, elle est assez simple en fait, mais elle change tout. En gros, ça veut dire que la responsabilité d'une grande entreprise ne s'arrête plus à la porte de son siège en Europe ou aux États-Unis. Non, elle s'étend à toute sa chaîne d'approvisionnement, y compris ses filiales et ses sous-traitants, même à l'autre bout du monde. Et ce principe, il est maintenant inscrit dans la loi, dans certains pays. Concrètement, ça oblige les entreprises à être proactives. On ne veut plus seulement réagir après un drame, on veut l'empêcher. Ça passe par quoi? D'abord, évaluer constamment les risques. Ensuite, mettre en place des protections, des garde-fous. Gérer de très près ses fournisseurs, s'assurer qu'ils respectent les règles, former tout le monde. Et surtout, auditer, vérifier, sans arrêt, pour trouver les failles avant qu'il soit trop tard.
En fait, si on résume, tout l'objectif de ces nouvelles lois, c'est de faire remonter la responsabilité. Elle ne doit plus s'arrêter au chef d'atelier sur place, mais aller tout en haut, jusqu'au conseil d'administration. En clair, on ne peut plus sous-traiter sa responsabilité. Mais, et c'est là qu'on termine, ça nous laisse avec une question de fond. Est-ce que des lois peuvent vraiment forcer une entreprise à être éthique? Ou est-ce que la pression constante pour avoir des prix toujours plus bas, une pression qui vient aussi de nous, les consommateurs, finira toujours par trouver une faille dans le système et par créer inévitablement de nouvelles victimes? C'est une question qui reste, malheureusement, plus que jamais d'actualité.